avec la neige, les éléments de la nature qui se sont mobilisés les éléments de la nature qui se sont mobilisés pour nous empêcher de faire notre réunion. Quand même, nous sommes assez nombreux. Merci d'être venus. Merci d'avoir relevé le défi, les défis de temps. Elle n'a pas besoin que je vous la présente. Pendant quelques années, vous êtes passé devant les mairies à travers la France et vous avez vu que c'était l'otage française en Iran. Moi, je dis qu'elle symbolisait beaucoup plus la prise en otage de la liberté scientifique et de la recherche. Pour moi, ce qui est intéressant, je suis attaché à Fariba beaucoup pour d'autres raisons. Ça fait longtemps que je suis son parcours, tout ça, mais ce qui lui est arrivé, qui est tombé indépendamment de sa volonté. Un jour, elle a pris, je m'excuse, une valeur marchandise, d'un seul coup, pour échange. On avait besoin d'échanger et on a voulu calculer qui serait la marchandise le plus importante pour que ça puisse faire l'objet de l'échange, le plus valeureux. On a fixé sur elle. Elle dit c'est la rente de prisonnier, ça l'a rendue célèbre, ça, tout ça, mais j'ai dit non, ça nous a donné une autre chose, une chance inouïe. J'ai beaucoup lu des mémoires des prisonniers iraniens, l'histoire des prisons depuis l'avènement de la révolution islamique avant. Mais c'était toujours des victimes, des acteurs, des militants. J'ai eu de la chance, et quand j'ai lu le livre, même ça m'a donné une satisfaction, de malheur, d'avoir pour une fois une observatrice, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des notes, qui n'a pas peur de détails. Et souvent, le diable se trouve dans les détails. De faire d'une certaine manière le mécanisme. Je ne compare pas, mais ça m'a rappelé un autre livre que j'ai lu qui s'est fait dans une autre situation. Un de mes clients à sa librairie que je suis beaucoup, c'était Germaine Tillon. Et Germaine Tillon, c'est pas la même chose. Là-bas, il y en a trois, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus bas, ça a été préparé pendant des années. Mais je dis que quand même c'est une chance pour l'ensemble des gens qui veulent savoir que Germaine Tillon son fonctionnement. Après c'est attaché pendant l'ethnographe. De même manière que Germaine Tillon traversait les montagnes des Aurès pour connaître les tribus en Algérie, de même manière, une grande partie s'est consacrée pour décrire comme observatrice. Et là, dans ce petit livre, qui est le livre Prisonnière référent, je vois des ébauches de ça. C'est fantastique. Fariba est anthropologue, ethnologue essentiellement. Nécessairement, en Iran, quand on dit ethnologie, anthropologie, études de terrain, ça devient politique. Éminemment, ça se politise. D'ailleurs, d'une certaine manière, dans notre partie du monde, ceux qui font des recherches un peu poussées de sciences humaines, ils sont toujours soupçonnés d'être entre les barrières de sécuritaire et non sécuritaire. Si comme libraire, je prends de Massignon jusqu'à Monteil, de Jacques Perc, jusqu'à Rodinson, je vois que souvent cette ambiguïté, il existait. Pourquoi ? Parce que la connaissance des sciences humaines dans des systèmes sécuritaires, ça devient un élément important. Et le livre qu'elle va nous expliquer, comme l'habitude que nous avons, avant tout, c'est le témoignage d'une observatrice sur les systèmes pénitentiaires iraniens dans ses différents aspects. Fariba Adelkha, notre pratique, vous l'aviez vu déjà, vous avez déjà présenté le livre. Non. Donc vous avez déjà assisté. On essaye de poser deux questions. Pourquoi ce livre ? C'est quoi ce livre ?
l'objectif. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? C'est quoi ce livre? C'est ça l'essentiel, c'est ça. Pendant une demi-heure, 40 minutes, présenter cet aspect-là. Et en même temps, ce que nous faisons est diffusé pour les gens qui l'écoutent ailleurs. Et après, ça resterait sur notre site, sur YouTube. Et même les gens en Iran et ici, ils le voient, ils le regardent. C'est pourquoi, pour différentes raisons, je demande des gens qui ne veulent pas être par hasard, s'il y a une prise de goût pour différentes raisons, de faire attention à ça. Parce que c'est possible que ce soit immédiatement vu, ailleurs, aussi bien en Iran, et après, sur le site, c'est la même chose. Je m'excuse, c'est un petit souci de sécurité que j'ai et que je le dis. Et donc, vous répondez à ces deux questions. Après, nous allons avoir à peu près une vingtaine de minutes d'échange avec la salle. Et après, c'est une dédicace. D'accord. Merci d'être venu. Merci. Vraiment, pour moi, ça serait une soirée déjà inoubliable. Merci. Allez-y. Je parle dans le micro. Je dois parler dans le micro, non? Oui, non. D'abord, bonsoir. Après cette belle présentation, enfin, les amis, vous savez, ils sont les amis, donc on ne peut pas les empêcher de dire un peu, avoir des propos très élogieux à l'égard de leurs amis. Et d'autant plus qu'on est très gentil à l'égard des prisonniers politiques, donc c'est comme je dis, c'est une rente. Donc j'en profite déjà à cette invitation. Il me demande si j'ai déjà parlé à Thierry. Non, c'est ma première fois. Pourtant, il y a quand même d'autres livres et c'est quand même la première fois que vous m'invitez. Donc je pense que vraiment la rente, elle est formidable. Donc je peux dire, avant 2019, c'était une chose. Je ne connais pas celle-là. Après 2019, voilà, c'est la grande réputation. Bon, on dit Adu Shabbat Saba Becheir Agar Khoda Khohad. Qui peut traduire ça? Adu Shabbat Saba Becheir Agar Khoda Khohad. Oui, mais c'est l'ennemi de bien. Il y a quelque chose avec l'ennemi de bien, le mal. Dieu peut remplacer, Satan peut remplacer Dieu. Non. Le non. meilleur est l'ennemi du bien. Bravo, madame. Voilà. Comment? Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Plus ou moins, c'est vraiment là. C'est le poème de Hafez. Vraiment, un grand merci encore. L'ennemi pour nous rendre le bonheur si le Dieu le veut. Ah, l'ennemi peut nous rendre le bonheur si Dieu le veut. Parfait, voilà, c'est encore une traduction. En tout cas, vraiment merci, je me sens très honorée par la présence des amis de longue date que je vois, des gens que je connais de loin, des gens que j'ai connus dans le passé et des amis d'aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup, je suis très touchée. Alors, je vais directement, étant donné, enfin, je vais quand même suivre l'ordre donné par Ahmadjan et Salomatian, mais j'aimerais laisser plus de temps au débat parce que je pense que le débat est plus intéressant, de vos questions m'intéressent des approches différentes, diverses et variées, donc je vais laisser plus de temps au débat. Donc je vais être très très rapide, d'autant plus que la pluie a fait que je n'ai pas pu rattraper mes notes à la maison. Donc voilà, c'est ce qui reste dans la tête quelqu'un qui est frappé par l'Alzheimer prématuré, parce que vous pensez bien, je suis très jeune, ce n'est pas l'âge d'avoir l'Alzheimer, mais bon, je l'ai quand même. Et voilà, et donc je vous présente mes excuses. Alors, pourquoi ce livre et pour dire quoi? D'abord, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre, je dirais, pour vous? Vous étiez quand même très nombreux à vous mobiliser, à vous soucier, à vous exprimer pendant plus de 4 ans et demi. Donc, je parle de la privation de la liberté et pas de temps de prison. Privation de la liberté, ça veut dire à partir du moment où on m'a arrêté jusqu'au jour où j'ai pu retrouver mon travail. Pour moi, être privé de son travail, c'est le nec plus ultra. C'est la chose la plus importante pour moi. Évidemment, il y avait la question d'être privé de ses amis, de ses attaches, de ses liens, etc. Mais d'abord et avant tout, mon métier qui m'avait fait grandir pendant des années,
et que j'avais grandi avec ce métier, donc c'était peut-être la chose la plus importante. Donc merci de vous avoir soucié pendant ce temps-là. Donc pour moi, c'était comme une dette, comme un devoir envers vous. Envers vous qui aviez mille d'autres choses à faire pendant votre vie au quotidien, la famille, le travail, les ennuis de santé, le Covid, et que vous mettiez du temps pour, non pas ma personne, évidemment pas, je n'ai jamais pris ça pour ma personne, pour la cause de la liberté scientifique. Vraiment un grand, grand merci. Donc cette dette de pouvoir vous dire quelque chose, de vous parler d'une façon ou d'une autre de cette boîte noire où j'étais et que vous ignoriez effectivement. Vous n'aviez aucune idée à quoi ça ressemblait ce lieu et cet endroit dans lequel se trouvaient ça dépendait les moments, entre 20 et 60 femmes. Donc j'avais envie de parler de ce lieu dans un premier temps et c'était un devoir envers vous. Et deuxièmement, c'est toujours dans le pourquoi, c'est en fait de dire si on arrête un chercheur, que j'étais, puisque je vais parler beaucoup de la liberté scientifique, si on arrête un chercheur, on le prive, en l'occurrence on l'a prive, puisque c'était moi, on la prive de sa liberté, on ne peut pas la priver de son métier. Alors voilà, c'était ça, en fait, ce qui m'a fait survivre, ce qui m'a permis de résister. Ce qui m'a donné la force, c'est le jour où on a mis en cause ce que j'avais écrit et où on a attaqué mon université. Donc, je dirais, ils avaient dit un mot de trop. C'était impossible. Là, je suis sortie de mes gonds après, bien sûr, après avoir été arrêtée, avoir été humiliée. Je me suis sentie, pour dire comme général de Gaulle, il parlait de Paris brisé, Paris humilié, Paris libéré. Moi, c'était Fariba arrêté, Fariba humilié, Fariba libéré. Donc, je suis devenue la peste que j'étais. Ça veut dire, pour défendre mon université, c'était une valeur sûre. J'étais tellement convaincue, et je le suis encore plus, de cette valeur qu'effectivement, ça m'a donné envie de résister et ça se passait vraiment de commentaires à ce moment-là. Je ne mettais aucune force là-dedans. Mais en fait, c'est pour ce métier, en fait, que j'ai un peu, d'une certaine façon, transformé mes interrogateurs comme mes co-détenus, comme les gardes, comme tous ces moments d'interrogatoire, etc., en objet d'étude. Voilà, c'est devenu mon terrain. Donc, je le dis peut-être à risque de me répéter, je regrette, c'est un peu l'histoire de arroseur arrosé. Donc, il m'avait arrêté, mais je suis devenue un peu une intruse à l'intérieur des vignes. Et donc, j'ai essayé de faire mon travail. Ça, c'est pourquoi. Pourquoi ça? Parce que ça m'a permis de résister, ça m'a permis de tenir. Je dis tenir et je ne suis pas en train de faire vraiment de l'héroïsme, franchement pas. Il y a un journaliste qui a soulevé dans ce que je disais, à partir, disons, de mon expérience, le mot chance. Il paraît que je le répète tout le temps. Oui, parce que je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance. D'abord parce que j'avais 60 ans. Et 60 ans, ça veut dire que vous aviez déjà passé beaucoup de choses. Et je n'étais pas comme certaines jeunes qui arrivaient en prison, qu'elles n'avaient pas plus que... Je parle que de elles parce que je parle de la prison des femmes de toute façon. Et je parle que des prisonniers politiques, sécuritaires et politiques, parce que c'est l'endroit où je me trouvais. Donc je vais désormais ne plus faire la distinction de ça. Donc il y a des gens qui arrivaient à l'âge de 19 ans. Eh ben, moi, j'avais 60 ans, j'avais déjà fait ma vie. Et il y a des gens qui avaient de la famille. Il y avait des gens qui avaient des enfants, évidemment. Et ben, ça ne faisait pas partie de moi. Donc, j'avais énormément de chance. Je n'avais pas à me soucier du reste de moi. Bien sûr, j'avais mes deux sœurs, mais qu'elles avaient leur famille et qu'on pouvait discuter au téléphone. Voilà, le reste du temps, je savais très bien qu'elles allaient s'occuper plutôt de leur vie. Et elles me faisaient confiance d'une certaine façon. Donc, je n'étais pas dans la même situation que les autres. Donc, évidemment, je dis très souvent ces mots, j'avais de chance, mais je vais répéter plusieurs fois encore que j'avais évidemment beaucoup de chance. Je me retrouvais à ce moment-ci, à cet âge-là. Et puis bon, quelquefois, je me dis, il n'y avait pas que les gens qui m'avaient arrêté. Ça, c'est une chose facile de dire qu'on a envie de s'accrocher à peut-être à cette malheur qui vous tombe un jour dessous. Non, parce qu'il y avait aussi
dans la solitude, il y avait autre chose pour moi. Je pourrais dire la malédiction, le sort, en fait, la fatalité. Donc, j'avais plus que mes interrogateurs à m'occuper. C'était vraiment pas ça. Dans le silence qui vous impose la prison, en fait, il y a beaucoup plus que les geôliers, en fait. J'ai commencé par les ignorer, voilà. J'ai voulu les ignorer et j'ai fait autre chose de cette expérience. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, là, c'est peut-être la chose la plus importante. D'abord, j'ai voulu, en premier lieu, démystifier un lieu. Evin. Quand on dit Evin, je ne sais pas, on a beaucoup, si on va tendre le micro à vous, chacun de vous, on met des mots qui, bon, tout simplement parce que vous n'avez pas été là, ensuite parce qu'il y a beaucoup de récits, enfin parce qu'on ne se rend pas compte qu'un lieu, il traverse énormément de moments de changement, donc forcément. Donc, démystifier les lieux, ce qui a été Evin dans les années 80, donc un lieu absolument le plus noir, une boîte noire absolument, les exécutions massives, etc., jusqu'à la fin des années 80. Et Evin que moi j'ai trouvé, c'est en 2019. Donc, essayer d'établir un peu, sans aller parler de l'historicité, mais essayer de un peu démystifier ce temps. Donc, il y a énormément une plateforme extraordinaire de changement, ce que j'ai dit, mais en même temps énormément de points de ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on a cette impression, en lisant par exemple les mémoires de Madame Kolhari ou de Monireh Baladaron, en ce qui est écrit sous la plume de Iraj Sobhani sur la vie de Madame Sodeifi, etc. Je retrouve plus ou moins les mêmes Evin par cette cohabitation des différents groupes politiques qui sont ensemble, qui partagent ce lieu. Plus ou moins. Et je dis bien plus ou moins, mais c'est quand même le point commun. Un peu des gens de gauche, des moudjaheds, des islamistes, des réformateurs, enfin des gens de la République islamique, évidemment les réformateurs, mais aussi beaucoup de choses, un peu le reste de ce passé. Donc, en premier lieu, démystifier Evin, mais on peut bien sûr en parler par la suite dans le débat. Mais aussi sociologiser un peu le lieu, enfin, les co-détenus, les gens qui occupent Evin, les gens qui font partie de Evin. Je dis bien sociologiser parce qu'il faut quand même savoir, on est en face des gens qui ont entre 19 et 80 ans, et j'étais toujours parmi les plus âgés, vraiment le groupe le plus âgé de prison, entre 19 et 80 ans. Il y avait Madame... une juriste Baha'i qui... non, Sotoudeh était encore plus jeune, 55 ans, mais la juriste Baha'i qui a à peu près 80 ans, mais ça va me venir. Voilà, l'Alzheimer commence là. Les notes ne sont pas là, désolée. Bon. Et puis, des gens venus de catégories sociales, les catégories socio-professionnelles très diversifiées. Ça veut dire que vous aviez des gens qui venaient de Islam Shah, au sud de Téhéran, d'autres qui venaient de Jordan, enfin Africa aujourd'hui, ou Pastaran, etc. Des gens dont les enfants se trouvaient à l'étranger et qui ne s'habillaient jamais avec rien d'autre qu'avec les brands qui étaient envoyés par leur famille. Des gens qui étaient dépendants à ce qu'on appelait Tanakora, ça veut dire l'endroit où les prisonniers laissaient leurs habits pour que les autres puissent profiter. C'est ce que j'ai porté tout au long de ma présence en prison. Et donc des gens qui avaient aussi des professions différentes, bagages intellectuels différents, des gens qui venaient juste tout simplement arriver, arrêter pour des questions un peu, je dirais, quelquefois très bêtes. La liberté de mise, la fille s'était fait filmer, s'était fait tourner un petit clip et elle l'avait envoyé, bien sûr, à qui? À Masih Alinejad. Il y avait une demande, il y a un marché de tout ça. Et puis voilà, on la cherche, elle n'a pas fait plus que ça. Donc, et vous avez d'autres personnes qui veulent renverser le régime, par exemple les Moudjahidines, qui font partie de ce groupe politique qui ne veulent jamais rien d'autre que le renversement du régime. Et quand même un groupe nouveau, on ne l'avait pas dans le passé, c'est le groupe, on peut appeler les royalistes. On n'avait pas des royalistes dans le passé, on a désormais des royalistes en prison. On avait ce qu'on appelait les no-quiches, ça veut dire des gens qui changeaient leur religion, leur conviction.
Bien sûr, des Bahaïs qui ont beaucoup souffert, peut-être c'est aussi nouveau, ça c'est des groupes nouveaux qui n'existaient pas auparavant dans l'Iran pré-révolutionnaire, en prison. Donc vous avez tous ces groupes de femmes très différents et avec une volonté de demande, des revendications très différentes et qui effectivement, toutes ces différences sont le lieu de conflit, sont le lieu de friction. Je ne sais pas, si vous vous rendez compte que quelqu'un commande de crevettes au hypermarket, bon, ça ne s'appelle pas hypermarket, on le nommait hypermarket. C'est la petite épicerie de Ebbwin où les gens peuvent commander de crevettes et l'autre qui attend le repas impatiemment, le repas de la prison qui arrive quelquefois avec du retard, mais bon, il y a quand même des repas en prison, hein, donc les gens ne meurent pas de faim. Peut-être ce n'est pas la qualité, mais il y a des repas, les gens peuvent manger. Donc cette différence entre les formes de nourriture que les gens peuvent avoir, c'est le mode d'habillement qu'ils peuvent avoir, donc ça fait énormément de différences, ça crée énormément de tensions, énormément de frictions, vous pouvez vous imaginer. Dans ces moments. Et les tensions et les frictions, ne croyez surtout pas que c'est mauvais. À la rigueur, moi je peux dire que j'étais pendant à peu près 16 mois avec le bracelet électronique à l'extérieur. C'était le moment le plus difficile de ma vie, vraiment le plus difficile. Je n'avais pas autant souffert pendant ma période parce que les conflits font partie de la vie de prison. Quand il y a des frictions, quand il y a des débats, quand il y a des conflits, ça remue quand même pas mal les choses et donc vous êtes... c'est pas que vous satisfaisez du conflit des gens, mais je veux dire que ça met de la vie à l'intérieur de prison, de débats, des discussions, ce qui vous sort de votre solitude, ce qui vous fait mieux supporter, mieux peut-être tenir encore, résister à cette arrestation que je dois vous avouer vraiment 4 ans et demi passés en Iran. Si vous me demandez encore aujourd'hui, Ahmadjan a dit que la question c'était j'ai servi d'otage, mais je suis même pas sûre de ça. Je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi j'étais arrêtée. Je ne sais pas plus pourquoi j'étais graciée. Bon, donc ça reste parmi les énigmes et donc ça me donne une possibilité d'avoir un petit combat qui continue. Donc sociologiser les détenus et pour un peu démystifier un mot qui vient, enfin, peut-être ça fait partie de nos... Vous êtes appelés, je pense. Ça fait partie de nos fantasmes, un peu solidarité entre les prisonniers. J'ai juste envie de dire une chose, que la République islamique dit que nous n'avons pas de prisonniers politiques. Ça, c'est la conviction qu'a la République islamique. Et tous les prisonniers en Iran, qui sont dans les prisons au nom de politico-sécuritaires, sont en fait des prisonniers sécuritaires. Ça veut dire qu'elles mettent en cause la sécurité de l'État. Donc vous pouvez vous imaginer entre la revendication de la liberté de mise et le renversement du régime. Donc vous voyez, la palette, elle est absolument large. Et ben voilà, on est toutes... Et puis moi qui comme disent les Iraniens, je faisais absolument rien, je faisais que mon métier, je faisais partie de ces groupes. Ou alors aussi les gens du ONG de l'environnement, donc les 7 personnes qui étaient en Iran, dont 2 filles étaient avec nous, et ils faisaient partie du groupe de mes bouquets, parce qu'elles m'ont quand même beaucoup sauvé la vie quand j'étais en arrestation provisoire, et donc où on est dans des cellules individuelles, etc. Donc vous allez retrouver les récits un peu. J'ai parlé combien de temps? Excusez. Je vais aller vite. Bon, j'ai encore... Non, je peux. Non, je ne fais que commencer vite. Bon, j'ai fait un peu. Bon. Donc, c'était sociologiser les détenus. Ensuite, c'était pour moi parler de ce qui est, donc aujourd'hui, un peu mon combat, la liberté scientifique. De dire qu'on peut arrêter les gens, on peut les priver de leur liberté, mais leur travail, la recherche, c'est autre chose. C'est indépendant du régime politique. C'est un peu comme la voix. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai envie de l'expliquer puisque plusieurs personnes me l'ont demandé, donc je l'ai dit. À Sciences Po, on m'a accueilli pour me remettre la carte de Sciences Po et que je remercie Mathias Vichra.
qui a organisé cette réunion. Donc, au lieu de faire un discours, parce que je n'avais rien à dire, j'étais peut-être très émue, j'ai chanté. J'ai chanté tout simplement pour dire qu'en prison aussi, je chantais, parce que ça me permettait, j'étais à l'intérieur des murs, mais ma voix allait au-delà des murs. C'était la seule chose que j'envoyais à l'extérieur. Croyez-moi que personne ne pouvait m'arrêter, mais je chantais de plus fort. Et je chantais sur la demande des co-détenus. Et à la fin, je m'étais un peu transformée en ce qu'on peut appeler les matadors, les chanteurs de louanges. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une mort, la famille recevait un peu les nouvelles de mort des parents, proches ou lointains, etc. Donc, on se réunissait en faisant de halva, en mettant les dates sur table. Et puis, voilà, c'est vers moi qu'on se tournait pour chanter. Il paraît que je mets l'ambiance, donc c'est très bien. Mais je ne chantais pas des éloges des saints. Ce que je chantais, c'était de Marzieh et de Nazari ou de Shajarian, ce que je pouvais. Et il paraît que les oreilles de Tenou étaient aussi tolérantes que les oreilles de mes amis ici, face à ma voix très raillée. Et donc, voilà. Donc, pour dire que la liberté scientifique, ça ne tient pas à un état de le limiter, et de la limiter ou de la contrôler. Voilà, c'est indépendant de ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire avec la liberté scientifique? Je vais aller quand même beaucoup plus, 10 minutes encore. Je vais aller encore un peu plus vite. Qu'est-ce que c'est cette liberté scientifique qui désormais fait partie de mon combat? Ça veut dire, j'en en avais pas, évidemment, mais j'en ai aujourd'hui. Et un peu, c'est une lutte que je continue, parce que j'étais évidemment graciée, mais je devais être acquittée. Je n'avais rien fait d'autre que mon métier, et j'exige aujourd'hui. Je ne l'exige pas pour simplement la beauté. Je ne l'exige pas pour faire joli. Je l'exige parce que je trouve tant que moi, je ne l'ai pas, cette liberté. Il y a plein d'étudiants qu'on va refuser de travailler sur l'Iran. Beaucoup de chercheurs qui ne vont pas partir en Iran. Des gens qui vont avoir peur d'avoir de rapports avec les universitaires, avec le monde des étudiants, etc. Or, mon travail en tant que chercheur pendant les 30 dernières années, enfin les 30 ans de mon métier, en fait, c'est servir ces relations entre l'Iran et l'Occident, enfin l'Occident, la France. Donc, cette façon de vouloir servir la France, enfin cette relation, j'essayais de mettre face à face les universitaires iraniens avec les universitaires français, les étudiants iraniens avec les étudiants, en organisant des réunions, bien sûr, tantôt à Paris, tantôt à Téhéran, en échangeant avec des centres de recherche, etc. Donc, moi, ma crainte, ma terreur, c'est que ces relations s'arrêtent. Et en fait, aujourd'hui, on est dans cette situation, on est dans cette peur, on est dans cette crainte de relations. Et qu'est-ce que c'est la recherche si on arrête cette interaction entre l'Iran et la France? Ça veut dire qu'on ne va plus du tout parler de Gilbert Lazare. On ne va plus du tout avoir de Henri Corbin. Je nomme que ces deux pour... Je suis sûre que je vais manquer, oublier pas mal de gens et je ne veux pas que mes amis m'envoient là-dessus. Donc, la recherche, l'interaction entre l'Iran et la France, c'est aussi pour donner lieu à ce genre de recherche. Donc, les Iraniens travaillent sur eux-mêmes, je trouve ça franchement très intéressant, mais pas suffisant. Les Français ne travaillent pas sur eux-mêmes non plus. Les grandes spécialistes du monde de la France ne sont peut-être pas seulement les Français, par exemple, de l'histoire de France. Ça, je laisse les spécialistes parler. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour moi la recherche, la liberté scientifique? Elle est en fait celle de nos sujets, les sujets qu'on choisit, on les choisit librement, des interprétations qu'on propose, mais en fonction des branches diverses et variées. Nous proposons des interprétations, qu'on soit sociologue, anthropologue, historien de l'art, etc. Donc on a des interprétations diverses et variées, et des théories ou des paradigmes que l'on retient pour pouvoir clarifier les faits sociaux. La liberté de recherche, c'est ce qu'on faisait depuis tout temps et que personne n'était en mesure de délimiter ce champ. Donc, c'est la chose la plus importante, en fait. Cette liberté semble aujourd'hui mise en question, mise en cause, et bien sûr dans les États autoritaires. Là, j'ai envie d'exprimer ma joie de la libération de Victor Dupont,
qui a été arrêté pour avoir mis en cause la sécurité de l'État en Tunisie. Cela me rappelle une autre personne. Mais passons. Mais donc, je me réjouis qu'il a été libéré, mais il a été retenu quand même plus d'un mois et demi. Ça veut dire désormais faire la recherche, on met en cause l'autorité de l'intégrité de l'État. Donc, ça c'est dans les pays évidemment autoritaires, on le sait. Mais est-ce que, peut-être question subsidiaire, sommes-nous vraiment sûrs que là où nous vivons, la recherche, elle est aujourd'hui pas contrôlée? Je ne suis pas si sûre que ça. J'ai retrouvé une France très différente. Il suffit aujourd'hui de vouloir travailler, par exemple, sur l'islam pour être accusé d'islamo-gauchiste, pour travailler sur les pays du Moyen-Orient. Donc, pour les questions aussi vitales que la question de l'environnement. Des gens qui se sont trouvés en garde à vous pour avoir tout simplement fait des films des gilets jaunes, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout penser que c'est le monopole seulement des États autoritaires. Donc, je parle du cas de l'Iran, mais des chercheurs Gilles Favare-Elgari, qui doit être là, qui est là, qui a été très inquiété plus que ça. Tout un chapitre de son livre, il donnera le nom, j'ai oublié. Et donc, pardon, et des chercheurs en Chine, ne parlons même pas de la Turquie, c'est un désastre absolu. Donc, je ne vais pas vous énumérer tous ces cas qui posent des problèmes. Et donc, tout simplement pour dire que ce n'est pas le monopole des pays autoritaires et qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres situations. Ensuite, la liberté scientifique, j'ai envie de dire, elle concerne évidemment les sciences sociales. Elle concerne également les sciences exactes, comme on appelle, sciences dures, très bien. Mais j'ai envie de dire qu'elle concerne aussi la science religieuse. N'oublions quand même pas que c'est les pères fondateurs. Ça veut dire les gens qui étaient dans la recherche avant les sciences sociales, c'était les sciences religieuses. Donc j'ai envie ici de penser à une femme, une grande femme, une très grande personnalité, Madame Sedire Vasmari, que pour défendre la liberté de mise, pour s'opposer à la violence qui s'abat sur les femmes pour leurs vêtements, pour la liberté du vêtement. Elle s'est dévoilée alors qu'elle est convaincue, de par son métier, de par ses études, elle est convaincue sur l'utilité du voile, mais elle s'est dévoilée qu'elle se trouve aujourd'hui en Iran, à Evin. Et pour moi, c'est vraiment, ça vaut 2 prix Nobel, c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Je suis en admiration face à son courage. Et tout ça pour vous dire qu'en Iran, les religieux vivent exactement dans la même situation que les sciences sociales. Pour les gens qui s'écartent, qui mettent en cause peut-être le dogme, qui mettent en discussion le dogme, effectivement, ils ont le même sort. Bon, ceci nous rappelle évidemment d'autres situations. Si on fait un peu de comparatisme, ceci nous rappelle d'autres situations. La Renaissance, le Moyen-Âge, bien sûr, la Renaissance, mais très proche, beaucoup plus proche à nous, quelqu'un comme Michel de Certeau, justement, pour avoir s'écarté de dogme, il a été pris en suspicion par les autorités de l'Église et son histoire, il est assez connu, donc je ne reviens pas. Encore une fois, ce qui nous disent que ce qu'on est en train de parcourir n'est pas seulement propre à nos sociétés. C'est une histoire connue ailleurs et donc il faudrait peut-être réfléchir sur ces moments. J'ai envie aussi de parler peut-être d'autres choses qui montrent aussi la ressemblance un peu, de ne pas penser notre situation comme exemplaire, comme particulière, comme un peu... comme les Iraniens aiment bien souvent penser que c'est notre histoire à nous, un peu en désespoir de cause, d'une certaine façon. J'ai envie de parler un peu aussi de la voix des femmes. C'est vrai que la voix de femmes pour être sur scène est interdite, mais j'ai envie de dire aussi, est-ce que vous savez qu'il fallait attendre en 1953 pour que les femmes aient le droit à faire partie du choral à l'Église. 1953. Évidemment, il y avait des hauts et des bas. Mais n'empêche que c'est en 1953, sous Pie XII, qu'on a décrété cette loi. Et à condition, une seule condition, et c'est la condition qui m'intéresse, à condition que les femmes se tiennent à distance par rapport à l'autel.
Bon, j'ai mal expliqué. Et là, la question de mixité ou la question de déviance. C'est intéressant de dire que les femmes, en 1953, on parle de leur capacité de dévier les autres, de perturber le monde masculin, ou cette mixité qui pourrait paraître dangereuse. Donc, j'ai juste envie de dire que bon, c'est vrai qu'on traverse une histoire difficile, indéniablement, mais attendez, d'autres sociétés ont traversé ces moments, et ben elles n'ont pas été condamnées pour autant. Donc, voilà, nous pouvons garder cette grand espoir, comme dirait Kafka, et j'aime beaucoup toujours répéter Kafka, qui disait on est jugé depuis le premier jour de notre naissance. Et le dernier jugement, c'est quand on part de ce monde. Ça veut dire que c'est le ciel qui nous envoie le dernier jugement pour partir de ce monde. Et il tire de quoi de ça? Entre le premier jour et le dernier jour, on est condamné un peu par le jugement des autres. Ce qu'il en tire, c'est que c'est le moment ou jamais de mettre en avant ces principes, de se battre, de se mobiliser pour faire valoir nos principes, enfin, ce qui nous est le plus cher, peu importe comment on le voit. Donc, j'ai été longue sur ce deuxième point. Donc, j'ai juste envie de dire que n'oublions surtout pas et ne donnons pas la possibilité à ce qu'aujourd'hui on puisse faire la confusion entre les religions, la religion, les religieux, le clergé et ce qui est l'autoritarisme dans la société iranienne. Ils souffrent autant que nous de cette situation et ils sont plutôt solidaires avec nous. La liberté de recherche les intéresse autant que nous. En troisième mot, c'est la liberté scientifique doit peut-être pour moi aujourd'hui, après ces 4 ans et demi passés, on doit peut-être arriver à d'autres modes de communication. Je reviens à ce chant. Quand j'ai chanté à Sciences Po, en fait, c'était d'abord évidemment exprimer ma solidarité avec toute cette femme qui était restée derrière les barreaux alors que moi je suis devant. Je me suis libérée. Et donc c'était ma solidarité avec ces femmes, ces souvenirs avec cette jeune fille que j'avais rencontrée sans l'avoir vue, qu'elle avait 19 ans et qui me demandait de chanter Do Panjale. Donc j'ai chanté une nouvelle fois Do Panjale de Gugouche pour dire que je suis d'une autre génération, mais aussi pour dire qu'on ne peut pas utiliser le corps de la femme, la voix de la femme à des fins politiques. C'est aussi une façon. C'était ma façon. Vous savez, la recherche pour moi, c'est un champ, c'est un lieu de lutte, de combat. Alors, je ne vais pas prendre les maquis. Mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est pouvoir... c'est le point de vue critique qu'on peut avoir sur des choses. C'est peut-être, ça paraît très, très petit et très limité aux yeux des gens très actifs sur la scène politique, mais le chercheur que je suis contente de pouvoir justement dire les choses à ma façon, enfin une autre façon. Et je crois qu'en tant que chercheur, il ne faudrait pas seulement écrire des livres, il ne faudrait pas seulement écrire des articles, mais il faut se soucier de comment on le communique avec la société. Là, à la fin, je crois que j'ai envie c'est une grande reproche que j'ai à mon égard, à mon propre égard. J'étais contente de faire mes recherches en Iran, j'étais très contente de les publier. Et voilà, ils sont là, merci beaucoup Ahmadjan. Mais je n'ai pas pris le temps de les communiquer à la société iranienne. Pour que le jour quand on m'arrête, que je puisse dire aux gens, aux autres, au public, enfin à tous les gens qui demandaient qui était finalement cet espion qui se présentait. Voilà, une espion, ça écrit ces choses-là. En quoi ça met en cause la légitimité ou la sécurité de l'État, je ne sais pas. J'aurais eu envie d'avoir des livres qui pourraient parler de ce que j'avais réalisé. J'étais triste pour n'avoir pas fait ce travail. J'étais d'autant plus triste que nous avons un centre de recherche en Iran et que je connaissais depuis une trentaine d'années et que mes livres n'ont pas fait partie de ces livres qu'il aurait pris le temps de les communiquer. Donc voilà, à la fin, c'est un peu l'amertume pour moi. L'amertume, un peu les critiques que je me formule à mon propre égard, évidemment, pour dire comment j'ai ignoré toutes ces critiques que j'entendais et que je n'ai pas du tout pris en considération, et comment finalement je fréquentais tout ce monde qui faisait plein de choses dans ces instituts et je n'avais jamais pris le temps de m'en occuper, de mode de leur intervention dans la société iranienne. Aujourd'hui, je suis avec toutes ces interrogations, évidemment, toutes ces critiques, les amertumes, mais en même temps,
je reste très, très convaincue que s'il y a encore un lieu sur lequel on peut faire quelque chose, c'est ce combat qu'on peut avoir, la liberté scientifique, pour 3 raisons. Il n'y a pas d'histoire sans la recherche, donc il faudra y tenir. Deuxièmement, parce qu'en fait, c'est la garantie du pluralisme. Liberté scientifique, c'est indispensable, parce qu'en tant qu'historien, sociologue, anthropologue, elle est la garante du pluralisme. Et enfin, la liberté scientifique, c'est le fondement même de la liberté tout court, parce que quelqu'un qui sort du lycée, il a le choix, il a la possibilité de choisir. Et si on contrôle la recherche, c'est qu'on ne lui donne pas le choix de choisir. Donc c'est le fondement même de la liberté. Donc voilà, vive la liberté scientifique, faisons de sorte qu'on puisse toujours être très fort dans ce combat, dans cette lutte. Merci beaucoup, Ahmadja. J'étais très là. Bien. Donc, merci de cet extrait bien humble. Le travail de Fariba concernant l'Iran depuis 30 ans est une véritable recherche sur l'évolution, les problèmes les plus... Elle a travaillé sur les colombophiles de Téhéran. C'était le premier. Elle a travaillé sur l'effet de voile et la liberté des bras et des jambes et sa comparaison avec la liberté de montrer ses chevaux. C'est des choses assez incroyables. Elle a travaillé même en prison. Et pour moi, c'était toujours cette ingéniosité pour trouver des sujets de recherche qui sont révélateurs de pas mal des complexités de la société. Et elle a fait référence à l'Institut français de recherche et la situation dans laquelle se trouve maintenant cet institut. Je vois ici, il y a des gens qui ont eu des carrières diplomatiques en France, l'ambassadeur d'Iran en France. Et on voit au moins d'où. Vous êtes d'accord avec moi que le meilleur et le plus importante relation que l'Iran et la France ont eue, c'était à l'intérieur de l'Institut de recherche de l'iranologie de Téhéran. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup plus importante que les effets. Vous êtes d'accord? Alors, et là, aujourd'hui, c'est menacé. Moi, je le sens, la menace pour un avenir. Il n'achète plus de livres. S'il achète des livres, il achète moins. Ils n'ont plus de budget. Le gouvernement iranien, l'autorité iranienne, sont joie, parce que pour eux, la connaissance, et surtout la connaissance, le regard que portent les autres pour vous, c'est un des meilleurs éléments de se connaître. Et ça le perturbe. C'est ça que ça devient un élément sécuritaire. On ne veut pas avoir le regard de l'autre sur soi-même. C'est perturbateur. Pour, d'une certaine manière, donner une version officielle de moi-même, de mon identité, c'est perturbateur. Merci d'avoir... Elle est une vraiment représentante de ça et j'espère qu'elle peut continuer son travail encore de même manière. Comme d'habitude, s'il y a des questions, je passe. Allez-y. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fariba. C'était une excellente exposé que vous avez fait. Ça m'a touché le cœur. C'est vraiment comme un symbole de la prison devant moi, que vous. Et ce que vous avez parlé, c'est très très intéressant. Et surtout, tout particulièrement, sur la précision, sur la recherche. Pour moi, comme un petit chercheur à la Sorbonne, c'est très intéressant. Et je suis en face des questions comme ça. Et ça, c'est une énigme, un problème qu'il faut résister, à mon avis, comme vous avez résisté dans la prison. Donc, je ne perds pas le temps. J'ai une question. Vous avez évoqué les matarins dans la prison. Pour moi, c'est une question
est-ce que ce sont les Madars qui sont capturés dans la prison, ou ce sont des Madars qui viennent de l'extérieur, ou non, ce sont les gens prisonniers qui prennent la place des Madars. Et voilà. Merci beaucoup. Vous voulez d'abord la question? Je passe, d'accord. Allez-y. Je peux. Merci. Je vous remercie infiniment, Madame Adelkha, c'était très intéressant. J'aurais deux questions qui sont un petit peu liées les uns avec les autres. Je me demandais, bien sûr, on sait que beaucoup de ces condamnations sont arbitraires, mais je me demandais quels ont été le contenu exact de vos livres, de vos écrits qui a été nommé dans votre dossier, c'est vraiment sur le dossier judiciaire qu'ils ont fait la réquisition contre vous. Et deuxièmement, c'est plutôt une question de vraiment qui est toujours un questionnement pour nous les Iraniens sur le rapport du voile avec la République islamique. On sait que maintenant presque tous les Iraniens, nous savons que c'est en fait la survie du régime de la République islamique qui est vraiment l'enjeu véritable pour les gens qui ont le pouvoir. Est-ce qu'il y a vraiment deux théories sur cela? Il y a certains qui pensent que le voile est vraiment le symbole ou le drapeau de cette République islamique. Et il y a certains qui pensent, un petit peu comme moi, comme je suis juriste et je travaille aussi sur ces sujets, que même si en fait la survie de la République islamique serait en danger avec l'insistance sur la question du voile, il laisserait tomber même la question du voile, mais limiterait toujours la liberté de l'expression. Donc je voudrais savoir, à votre avis, quel est le rapport vraiment fondamental entre le contrôle du corps féminin ou la religiosité vraiment visible sous forme du voile avec la survie de la République islamique, selon les réalités que vous nous dites à l'intérieur de la prison Evin est un peu différente de ce qu'on ressent de l'extérieur. Je suis allée à l'université de Shahid Beheshti pour 15 ans et chaque jour je passais devant la prison Evin et j'avais vraiment une pensée pour vous les prisonniers. Je voyais les pigeons s'envoler sur le sol de la prison et c'était vraiment c'est un moment très émotionnel aussi pour une personne qui a toujours pensé aux gens qui sont prisonniers. Je vous remercie. Merci Farida pour ton intervention. Donne le nom de ton livre déjà, sur la Russie. Oui, mon livre... Non, c'est juste là où tu fais un chapitre sur Oui, voilà. En effet, on est collègues avec Fariba aux séries. Moi, je travaille sur la Russie. J'avais eu l'occasion aussi d'avoir des mêlées, mais beaucoup moins graves un peu plus fort. Que Fariba avec la police russe. Donc, en effet, on a une sensibilité particulière par rapport à ça, mais c'est des ennuis qui sont sans aucune commune mesure avec ce qui est arrivé à Fariba. Moi, j'avais plutôt envie de parler de la chercheuse en pratique là-bas, parce que j'ai été extrêmement sensible au fait que tu insistes sur ton métier, à cette idée d'arroseur arrosé, à cette idée de montrer le visage de celles et ceux qui t'oppressent. Et je m'interrogeais sur la pratique quotidienne de cela, et notamment sur une activité qui est extrêmement importante dans notre métier, qui est la prise de notes. Et donc je voulais t'interroger là-dessus, sur c'est quoi enquêter au quotidien, c'est-à-dire, et notamment en termes de prise de notes, dans quelle langue, avec quel risque, avec quelle pudeur, sous quelle forme, etc. De te faire parler un peu de cette pratique au quotidien de la recherche. Merci. Merci Fariba. Malheureusement, je n'ai pas fini de lire. Je suis qu'à moitié. La séance a été organisée plus vite que le temps nécessaire à la lecture. Je m'interrogeais beaucoup en lisant une partie. On a l'impression que tu as été tracassé par le choix des mots. Alors, ce qui est difficile de savoir, c'est la double culture. Est-ce que l'utilisation en persan est... Ici ou dans le livre? Dans le livre. Ici ou dans le livre. Et bon, ça transparaît un petit peu également lorsque tu donnes des interviews. Mais j'aimerais bien que tu t'interrogeais sur le choix des mots. J'en prends une expression, par exemple, prisonnière exemplaire.
Et après, tu t'interroges, on ne sait pas si c'est une affirmation ou c'est une interrogation. Être une prisonnière exemplaire, et c'est un concept vraiment iranienne ou général. En d'autres termes, est-ce que la prison, d'après ce que tu as ressenti, la prison t'a permis de mieux connaître la société iranienne? Comme si être en prison, c'était un privilège pour toi et pour les prisonnières, pour montrer le vrai visage de la société iranienne. Merci beaucoup, Madame Adelfa. Moi, j'ai une question sur la liberté scientifique dont vous avez parlé. Je voulais savoir, vous interroger sur le rapport de moralité et la liberté scientifique. Parce que à partir de l'année dernière, à partir en fait, de la crise en Moyen-Orient, notamment en Palestine, il y a beaucoup d'étudiants en fait, des meilleures universités dans le monde. En fait. On ne peut pas en fait, les décrire comme des bêtes, en fait, comme M. Netanyahu l'a décrit. Comme par exemple l'université de Harvard, MIT, Columbia, et beaucoup en France aussi, ils ont demandé de leurs universités d'arrêter le rapport avec les universités israéliennes. Est-ce que pour vous, il y a un rapport entre la science, la liberté scientifique et la moralité? Moi j'ai mes avis, mais je voulais en fait savoir votre avis sur ce sujet. Et en plus, en fait, comme vous avez dit, en fait, nous en Iran, malheureusement, on prend ce qu'on est dans le monde, en fait, à part. Mais nous, en fait, on a cette chance d'être en France et voir qu'on est aussi une partie, en fait, du monde, en fait, qu'il y a des choses qui passent et c'est un rapport direct avec nous aussi. Ça m'intéresse aussi de savoir votre avis sur ce sujet, si vous avez envie en fait de parler de ce sujet, même si peut-être ce n'est pas un rapport direct avec votre lecture de ce soir. Allez-y. Je m'excuse. Je dois dire que je suis très ému de revoir Fariba ce soir, parce que sa libération a été une sorte de miracle dont je comprends qu'elle est inexplicable. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a pu dire sur la recherche de part et d'autre. Je crois que nous-mêmes, en France, il faut que nous nous libérions parfois de quelques clichés qui nous permettent d'apprécier une réalité qui est beaucoup plus diverse que celle que l'on croit. Et en particulier, je me rappelle, j'ai eu un souvenir, une expérience, et j'ai un autre collègue qui a peut-être eu la même. J'ai été une fois à Rome, c'est la seule fois où j'y suis allé, où j'ai été reçu par un ayatollah, dans un centre d'études extraordinairement bien équipé, avec une bibliothèque comme j'en avais jamais vu auparavant, la moitié en sous-sol de façon à être parfaitement climatisée. Et là, il y avait le Foreign Affairs, il y avait les livres de recherche venus des États-Unis, on se trouvait dans un monde totalement différent. C'est pour ça que le monde religieux, dans sa réalité en Iran, est probablement beaucoup plus complexe que la perception que l'on en a. Et il ne faudrait pas que nous projetions sur ce pays le débat un peu primaire que nous avons en français sur la laïcité et d'autre part, si nous avons tout intérêt à essayer de maintenir des relations, enfin des contacts avec les chercheurs, comment le faire sans les compromettre? J'ai eu la même expérience en Union soviétique. J'étais étudiant en Roumanie avant que Ceausescu ne prenne le pouvoir, et je peux vous dire qu'il valait mieux faire attention dans ces contacts de ne pas mettre nos interlocuteurs ou même nos amis dans des situations impossibles. Alors on est là devant une équation dont je ne vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut tenter de la résoudre.
Bon, j'ai une question, peut-être ça fait partie des questions un peu personnelles, mais j'ai envie de savoir si vous y retournez un jour en Iran, si également vous l'avez le droit à le faire. C'est-à-dire, en vous laissant partir, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose sur revenir ou pas? Permettez-moi de vous dire, on peut y aller. Non, c'est pas si on peut ça, on commence par la fin, c'est joli parce que ce que vient de dire Ahmad. J'ai joué au prix de Sakharov à Strasbourg pour vous, et vous avez chanté, si vous vous souvenez de moi. On était ensemble. Non, mais là, je suis Alzheimer. Mais vous savez, il y a une phrase de Coluche que j'aime beaucoup. Coluche dit que toutes les champignons sont bonnes. Certaines une fois. Alors voilà, il y a tous les retours, c'est possible. Certains une seule fois, on peut vous arriver. Donc, je suis sortie de l'Iran légalement. Et j'estime que j'ai tout à fait le droit de retourner. Je suis sortie légalement, et pas seulement légalement, après avoir été graciée. Encore une fois, au risque de me répéter, avec cette amertume n'avoir pas été acquittée. Mais j'ai été graciée, donc j'ai obtenu mon passeport. Donc j'estime que les gardiens de la Révolution ou les institutions qui m'avaient arrêtée, ils sont au courant, puisque on demande le passeport pas n'importe qui, donc ce n'est pas quelque chose qu'on achète chez l'épicier du coin. Donc la demande a été passée, a reçu l'accord, et donc j'ai reçu mon passeport. J'ai quitté l'Iran avec mon propre passeport et non pas en souterrain. Donc j'estime que je peux retourner. Et pour vous dire sincèrement, je ne me sentirai jamais libre tant que je n'ai pas repris tout ce rythme de vie que j'avais auparavant. Ça veut dire circuler. En fait, mon métier, c'était ça. C'était de pouvoir aller en Iran, en Afghanistan ou dans le Golfe, pouvoir circuler. C'était la meilleure partie de mon travail. Et puis pouvoir revenir. J'ai tellement aimé voyager que j'ai même inventé une branche à l'université, ça s'appelle l'anthropologie du voyage. Donc c'est de toute façon le voyage sur lequel je travaillais. Donc voilà, c'est les 1001 frontières de l'Iran, un peu paraphrasant et 1001 nuits, un peu des récits. Mais donc où je parle à la fois des frontières, des réels, mais aussi des frontières subjectives. Donc voilà, c'est cette idée-là. Donc j'espère que je peux... De toute façon, je ne me pose pas cette question, est-ce que je peux aller en Iran ou pas, parce que j'ai l'intention d'y aller. Simplement, je veux un peu décharger mes amis qui, pendant 4 ans et demi, ont beaucoup souffert, tout le travail qui était sur leurs épaules, et donc finir un peu les contrats que j'avais ici ou là pour faire mon métier. Donc j'insiste encore, je ne faisais que mon métier. Je ne faisais que mon métier, et donc quand je me suis arrêtée, donc toutes ces choses-là qui ont pris du retard, donc j'espère pouvoir le faire. Donc j'ai commencé par la fin pour dire que voilà, la fin heureuse, c'est que je rentre. Et donc je reprends mon terrain d'une certaine façon. Alors pour ce qui est les matins, en fait j'ai fait un peu, j'ai caricaturé un peu, j'ai dit que j'ai été somata, j'étais chanteuse de louanges. Quand il y avait un mort, on me demande, parce que je mettais l'ambiance. D'une certaine façon, je crois que les gens aimaient entendre l'histoire de se retrouver, c'est ce retrouvaille en fait. C'était marqué une entente, un moment de silence, une entente qui se faisait par ce chant. En Iran, effectivement, on a les madas. Et comme là-bas, il n'y avait pas de madas, c'est moi qui ai joué. Donc, il n'y a pas de madas autre que moi en prison. Parce que moi, mais je chantais de Mazier. Peut-être à la fin, finalement, vous allez me le demander, j'espère. Et que moi, je vais encore... C'est ma nouvelle vocation après. Je dis avant 2019, après 2019, je suis prête à tout. Donc voilà. Donc désormais, il n'y a plus d'interdit d'une certaine façon. Et pour les questions de Madame juriste, je ne connais pas votre nom, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on me reproche? Évidemment, vraiment, c'est dur de vous dire que je n'ai
suis pas en mesure de vous dire. Évidemment, les questions, je me souviens, je peux vous étaler les questions, mais ces questions n'ont aucun rapport avec la sécurité de l'État. Ou alors, si elles ont un rapport quelconque avec l'autorité de l'État, c'est que je le faisais depuis 30 d'années. Pourquoi ils se sont soudain réveillés? Moi, je ne peux pas savoir. Donc, la question du voile, c'est vraiment, je suis, comme on dit, attaquée de deux côtés. En Occident, on m'attaque d'avoir parlé du voile comme je le parle. Ça veut dire essayer de un peu décortiquer ce que c'était, enfin décrire sa complexité d'une certaine façon et de dire de quoi il a été capable. Amas Alamatian, il a un mot qui est très joli. Il dit que 3 mètres de voile nous a caché le regard sur ce qui se passait en dessous du voile chez les femmes pour donner lieu à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, en fait. Il faut vraiment regarder. Ces 3 mètres de voile nous a aveuglés. On a été obnubilés par ça, au risque de ne plus vouloir se consacrer son temps à d'autres choses. Donc, pour vous dire sincèrement, il y avait des questions comme ça ou d'autres questions, mais aucune de ces questions n'a relation avec avec ma sentence d'une certaine façon. Et pour vous dire, le premier jour, on m'a accusé d'un certain nombre de choses, notamment espionnage. Donc ces accusations étaient commuées très vite. Ça veut dire au bout de 9 mois, j'avais plus l'accusation d'espionnage. Mon accusation était, il y en avait 3 au lieu d'1. C'était collusion, atteinte à la sécurité nationale, propagande et intrication des pensées, quelque chose comme ça. Donc les 2 derniers, ça valait pas grand-chose. C'était 1 an de prison. Pour l'atteinte à la sécurité nationale, j'en avais 5. Mais dès que vous avez les peines les plus grandes, finalement, vont faire disparaître les petites. Donc, j'en avais pris que pour 5 ans de tôle. Ça, c'est pour ce qu'on me reprochait. Ne me demandez pas plus parce que ça va être long, mais rien ne me permet vraiment de comprendre la mise en cause de la sécurité de l'État. Et rapport avec le voile, écoutez, vous l'avez vous-même dit, un peu comme dernier symbole. J'ai cette impression comme vous, comme le dernier symbole. Mais ce qui m'intéresse plus dans cette question du voile, c'est peut-être un peu la prison qui m'aiderait à le dire. C'est un mode de contrôle, évidemment c'est un mode de contrôle de la société, mais pas seulement des femmes, de la société de tout ensemble. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier que le moment le plus fort, en fait il n'y a pas de loi vous demandant de porter le voile. Il y a de loi pour vous, comment dirais-je, pour vous punir. En fait, c'est pas de code civil, mais c'est de code pénal. En fait, le non-respect, on ne parle pas de porter, le non-respect du hijab. Mais le hijab en persan, c'est pas comme le hijab en arabe. Le hijab en persan, c'est un ensemble de valeurs. Le non-respect du hijab, on ne sait pas c'est quoi. C'est à cause de ça que finalement sa forme varie depuis entre 80 et aujourd'hui, vous n'avez absolument pas les mêmes formes. Et désormais, les filles sans le foulard sur la tête ne sont pas les filles dépourvues de hijab, en tout cas pas aux yeux de leur famille. Ça, les gens ne supportent pas, c'est un ensemble de valeurs. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, la question du hijab ne se pose pas de la même façon pour la République islamique que dans le passé. Mais l'intérêt pour moi, c'est de voir combien il y avait un consentement par rapport à tous ces modes de restriction, à toute cette présence de l'État. Moi, c'est ce que j'ai envie de comprendre, pourquoi ça a marché. Si nous sommes sûrs que nous sommes si contre le voile, pourquoi en plein mouvement Femmes, Vie, Liberté, on a une élection avec M. Pezeshkian et personne ne parle de ce fichu qui nous embête tant dans la vie, qui nous pose tant de problèmes. Pourquoi cette question n'a pas été posée, devenir comme un mouvement politique, je veux dire, formulation politique, revendication politique derrière ça? Non. Quand vous parlez ça avec les Iraniens, vous ne comprenez vraiment pas d'abord une priorité extraordinaire là-dessus, et ensuite le fait de pouvoir l'oublier et laisser de côté, etc. Moi, mon problème serait plutôt ça, mais de dire que pourquoi est-ce que ça continue. Peut-être un jour, il y aurait, comme vous dites, c'est une façon de pouvoir laisser de côté d'autres formes de privation, en fait. Le voile nous empêche de voir d'autres formes de privation. C'est notre faute à nous de nous laisser faire un peu dans cette histoire. Mais voilà, je reste là-dessus un peu comme vous, car la vraie question, mes modes de contrôle de la société, mais pas seulement de ces femmes, mais aussi de ces hommes, c'est
Les gens, ils ont vraiment des récits divers et variés. Ahmadja m'a parlé un peu le moment où il y avait l'interdiction de porter le voile sous le Shah d'Iran. On voit bien dans cette interdiction aussi un mode de vouloir contrôler cette société, penser sa transformation d'une autre façon. Donc sous le Shah d'Iran et là après, donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une question qui nécessite un peu une autre forme de débat. Vous me pardonnez en tout cas. Pour ce qui est la question de Gilles Favarel-Garrigue, la prise de notes. Bon, alors, je ne veux jamais le dire parce que je veux laisser aux autres d'utiliser le même, un peu notre façon de garder les notes. C'était un peu ça, mais maintenant je vais vous le dire pour une simple raison, parce que je pense que toutes ces choses-là, on vit en prison sous les caméras, avec des micros. On a cette impression qu'on échappe au contrôle, je ne sais pas pourquoi, on vit un peu comme une forme d'héroïsme. Or, franchement, je pense qu'ils savaient ce que je faisais. Ils savaient comment je transmettais mes notes, comment on communiquait avec les autres filles dans l'autre cellule, alors qu'on ne s'était jamais vu, etc. Moi, je pense qu'ils le savaient. Aujourd'hui encore, j'ai envie de dire qu'ils le savaient. Alors maintenant, pour répondre quand même à toi, pour ce qui concerne vraiment ma propre situation avec ces prises de notes, un jour, j'ai demandé, alors les gardes ne laisseront plus passer aucun livre de l'imam Khomeini. Un jour, j'ai demandé un livre de l'imam Khomeini, c'est un gros livre. Vous savez, c'est immense. Et donc, je demandais, parce que c'est finalement le seul livre auquel je pouvais avoir accès. J'avais l'interdiction de lecture pendant l'arrestation provisoire. Donc, j'avais le Coran. Dieu merci, parce que je ne l'avais jamais lu. Et j'étais très contente de l'avoir lu un jour. Donc, c'est vraiment merci les gardiens de la République. Parce qu'ils m'ont permis les gardiens de la Révolution, ils m'ont permis de lire le Coran. Alors, j'ai demandé ce grand livre, Tahrir al-Masail. J'avais dit que j'avais besoin de comprendre mes ablutions, enfin tout le reste, mes doutes sur mes prières. Enfin, j'avais envie de me former. Très bien. Me transformer un peu. Et quand le livre est arrivé, il était immense, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris le temps de noter dans les blancs, mais de coller les pages petit. Et le livre, il est là. Mais de coller avec la confiture les pages, pour que quand il regarde le livre qui part, après j'ai demandé que le livre revienne à ma famille, puisque le livre appartenait à ma famille, il fallait qu'il rentre. Donc quand il faisait comme ça pour regarder, moi j'avais juste des clés, et ça suffisait largement pour moi, pour m'imprégner ensuite. Donc il ne pouvait pas tomber, même le silence, je ne me serais jamais rappelé de ce poème, parce que je ne suis pas une poète, donc je n'aurais pu jamais me rappeler de ça. Mais attendez, si vous lisez des mémoires de prison, c'est incroyable d'invention. On est inventif dans cette situation. On n'a rien. Et on ne peut que briller par toutes ces innovations. Et les habits de prisonniers, les hurlets, c'était le lieu où on mettait toutes ces communications avec les autres. Et puis quand on les lavait, on les mettait sur les penderies à l'extérieur. Et finalement, il suffisait de le dire à haute voix, tu cherches tes habits. Donc, comme il ne se souvient jamais qui avait cherché ses habits dehors ou qui ne l'avait pas cherché, donc finalement, on pouvait retirer plein de notes comme ça. Donc maintenant, pour la recherche, il y a une autre façon. De toute façon, quand vous êtes en arrestation provisoire, c'est beaucoup plus limité, c'est beaucoup plus difficile. Mais une fois que vous êtes en prison, pas du tout. Vous pouvez acheter des carnets, vous avez des stylos, etc. Effectivement, vous ne pouvez pas les sortir, ça c'est sûr. Mais comme il y a énormément de rencontres avec l'extérieur, ça veut dire vous passez chez votre dentiste. C'est très dangereux d'aller chez sa dentiste. On peut laisser des notes à sa dentiste qui va donner à votre famille. Ou chez d'autres médecins ou à l'hôpital où vous trouvez des gens. Aucun problème. Ou alors le jour de rencontre. Tous les dimanches, les gens rencontrent leur famille. Et parmi les choses qu'on se transfère, entre autres, il y a même un mobile un jour qui est passé en prison. Mais je suis sûre qu'ils savent tout ça. Et je suis absolument... Dans un premier temps, je disais qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on était en train de tricher, enfin, contourner les règles. À mon avis, les gardiens savent très, très bien ce qu'on fait. On vit sous les caméras. On est écouté par les trucs. C'est impensable aujourd'hui. Je me dis qu'ils nous laissent ce moment de bonheur, de cacher, de travailler ces petits moments qui font partie du plaisir. Et puis, on va en parler. On va en parler aux autres. Je l'ai fait. Donc, voilà, j'ai plein de notes qui sont arrivées un beau jour aussi chez moi. C'est d'autres amis qui ont... Puisque moi, j'étais renvoyée très vite la première fois. Donc, toutes mes notes étaient restées dans mon lit.
Et donc, voilà, on me les a fait parvenir. On est inventif, absolument. Mais encore une fois, j'ai comme impression que tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça, c'est très important pour moi. Alors, le risque, voilà, pas de grand risque, je crois. Ils nous laissent. C'est des prisonniers sans divertissement. Donc, on s'amuse avec ça. Alors, la question de Iraj, le choix des mots. Je ne sais pas. Extraordinaire, exemplaire, ça veut dire que personne d'autre n'est comme lui. Mais ça nécessite qu'on reste ensemble longtemps. Et là, je connais tes soucis de chercher absolument le sens des mots. J'aime beaucoup d'ailleurs ta façon de travailler, mais moi, je suis un peu légère, on peut dire. Je n'ai pas ton sérieux. Mais ce livre, il n'est pas un livre seulement de recherche. Il est entre les deux. Il est à la fois un récit, un exercice un peu, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas si est-ce que j'arrive à communiquer avec vous ou pas. Mais j'ai essayé, donc... il y a un moment où je passe parce que c'est une ambiance et puis il y a énormément de respect à l'égard de tous les gens avec qui j'étais. Et puis mes sentiments, j'ai plein de sentiments encore. Et je peux vous avouer une chose, c'est que je n'ai pas commencé à faire un livre. J'ai un journaliste, eurojournaliste, faisait un papier de moi le jour de ma sentence, un papier sur moi, le 16 de tous les mois. Et il écrivait sur un journal de site. Quelque chose sur Fariba pendant 4 ans, c'est magnifique. Vraiment, je suis très émue. Et donc, à mon retour, j'ai essayé de parler à son public en mettant ces récits-là. Et donc, le Seuil avoue ces récits. Donc, c'est le Seuil qui est venu vers moi, s'intéressant à ces récits. Et pour vous dire sincèrement, je me mettais 3 jours par mois, pas plus. Donc, pendant 3 mois, c'était comme ça le rythme de ma vie. Donc, je me mettais le matin à 9 h et je finissais quelquefois à midi, quelquefois à 2 h. En finissant, il n'y en a pas, un paquet de mouchoirs. Et je relançais l'industrie de mouchoirs en papier, j'étais très contente, mais en même temps pour vous dire que c'était très fort pour moi ce que je faisais. C'était quelque chose de nouveau et fort. Ça me ramenait loin. En même temps, voilà, vous pensez à tous ces moments où vous êtes contrainte et à la fois toute cette tension, enfin toute cette, je dirais, mobilisation. Vraiment, il y a quelque chose d'autre. Oui, ça fait toujours rire mon entourage. Je parle des lofts, je parle de m'avoir trouvé. Oui, c'est des moments de solitude qui sont très forts et vécus comme on le vit dans son coin. On ne sait plus à qui on doit en vouloir parce que la question n'est pas là. Vous êtes avec vous d'abord, pas avec vos gardiens de la République. Je retrouve la solitude comme dans beaucoup de récits, ça c'est indéniable. Mais ce que je cherche à savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'à cause de la prison ou grâce à la prison, vous connaissez mieux la société iranienne? Moi, j'ai toujours dit que la prison, c'est une miniature de société iranienne. Quand je suis rentrée, j'étais effectivement très, très contente parce que j'ai retrouvé toutes ces personnes qui auraient été inatteignables, inaccessibles. Ensemble sur un lieu sans faire la route, sans les chercher, si vous voulez. Les Moudjahid, les royalistes, les gauchistes, les Bahaïs, les défenseurs de droits de l'homme ou alors les activistes sociaux, politiques, tous ces gens. Enfin, il y avait des stars, le monde des stars. Nassine Sotoudeh, Ahmad Jan parlait tout à l'heure. Il y a le monde des célébrités, Madame Zaghari, Arasse Amiri, qui était donc British Council. Oui, mais prix Nobel, elle est arrivée 4 mois, les 4 derniers mois. Donc, je l'ai vraiment rencontrée sur le tard. Mais elle n'était pas prix Nobel, elle était Nargese Mohammadi. Oui, effectivement, toutes ces célébrités. Donc, mais c'était une miniature. Franchement, avec cet art, ces travers, et puis ces grands moments de lucidité sympathique, mais évidemment. Connaître la société iranienne mieux, je ne sais pas, ça je le verrai, il faut voir sur la longue durée, et puis il faudra que ce soit vous qui dites, moi je ne peux pas dire que je connais mieux, ou pas, enfin, en tout cas c'est une situation un peu oui, exemplaire, parce que inédit dans ce sens en fait, c'est ça. Alors, rapport de moralité. Écoutez, je dirais que c'est c'était quoi les étudiantes? Pourriez-vous juste dire le début de votre... J'ai tellement dit moi. J'ai demandé en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui demandent la
prêter leurs universités. Ah oui, pardon. J'ai écrit ma réponse, donc je n'ai pas écrit votre question. Oui. Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi, c'est un vrai problème, c'est une vraie question. C'est la liberté académique, la liberté scientifique, en fait, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et on n'a pas été affronté avec cette situation. Donc, je ne suis pas sûre que les chercheurs pourraient être d'accord en se mettant ensemble. Aujourd'hui, le vrai conflit, ce n'est pas entre nous et les autorités politiques, c'est déjà entre nous. Et cette question que vous soulevez, en fait, qui est une bonne question, qui a été posée quand moi j'étais en Iran, c'était suspendre les relations avec les institutions académiques pour effectivement exprimer son opposition, résister au sort qui m'a été réservé. Donc, le problème, c'est suspendre provisoirement. C'était une question qui a été soulevée, mais qui a été refusée par la grande majorité. Donc, les gens n'avaient pas envie. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, c'est exactement la même chose. Il y a des chercheurs qui sont pour suspendre les relations avec l'Israël, les institutions académiques, et d'autres qui rétorquent avec la question qui est très intéressante, qu'on ne peut pas condamner les chercheurs et les étudiants de cette façon. Alors, la question se pose, en attendant, on peut se poser cette question, à quel moment est-ce que les chercheurs peuvent poser sur la situation, sur une situation aussi grave que celle qu'on vit aujourd'hui, cette guerre, ce conflit entre Israël et Palestine. À quel moment les chercheurs peuvent effectivement poser sur cette situation avec leur point de vue? Je pense qu'on est loin de trouver un terrain d'entente, on est loin de se trouver déjà autour d'une table, parce qu'encore une fois, il y a des historiens qui ne veulent pas perdre leur terrain. Il y a des archéologues qui ne sont absolument pas prêts de marcher sur la même voie que nous. Pas du tout. Alors, il y a évidemment des gens, en anthropologue, effectivement, moi, je me nourris de terrain. S'il n'y a pas de terrain, je ne peux plus travailler. Donc, c'est vraiment cette façon de travailler avec le terrain qui fait que finalement, les uns courent des dangers, les autres peut-être moins, les uns ont des problèmes, veulent peut-être s'imposer plus sur ce terrain et d'autres pas. De toute façon, aujourd'hui, l'urgence, c'est ça, c'est sauver ce métier. Sauvons la recherche, sauvons l'histoire pour sauver la liberté. Il y a la liberté qui est en cause. En contrôlant la chercheur ou la recherche, on contrôle finalement cette liberté. Donc il faut vraiment, c'est une question très sérieuse, vous mettez en avant, mais je n'ai vraiment pas la réponse pour vous donner. Si vous voulez vraiment, mon point de vue, c'est il faut un jour que les chercheurs, c'est un métier comme un autre métier, que les chercheurs, en tant qu'un métier, puissent s'exprimer sur un conflit s'ils en ont envie. Mais on ne trouve pas ce terrain aujourd'hui. Mon envie serait qu'il faudrait un jour qu'on puisse donner son avis. Voilà. Pardonnez-moi, c'est... Comment? Vous avez un avis personnel ou... Je vous dis un peu, je suis partagée comme tout le monde. Comment? Pardon? Je suis un peu partagée vraiment, comme tout, mais comme je vous dis, c'est une situation tellement nouvelle que c'est une situation tellement nouvelle que je ne peux pas, non, franchement, non, permettez-moi d'être la chercheuse qui n'a pas d'avis sur bien des choses, notamment celle-ci, désolée. Et en fait, la question de Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup déjà d'être là, je suis vraiment très honorée, merci. Vous me faites penser à Hannah Arendt. Elle dit liberté d'être libre, sans biais, sans parti prise. En fait, arriver à ce point, franchement, c'est un travail long. Et je ne sais pas si un jour on y arriverait, mais bon, j'espère quand même. J'ai essayé en parlant à ma façon de dire qu'on pouvait s'en prendre. Mais bon, je suis vraiment très loin de rentrer dans ce débat qui est très intéressant pour nous en tant que chercheurs, de dire peut-on un jour parler de ces questions qui déchirent nos sociétés de façon neutre, enfin, il n'y en a pas neutralité axiologique, enfin, je ne sais pas, aucune. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Merci en tout cas, c'est très important pour moi. Et la dernière, c'était oui, nous allons retourner. Oui, je vais retourner, donc j'ai un peu terminé là-dessus. S'il y avait d'autres formes de questions.
Je vois qu'on se rapproche à 20h. Mais demandez quand même s'il y a d'autres questions. Vous voulez continuer encore? Non, peut-être il y a quelqu'un qui pense à une question. Non, on va continuer. Je n'ai pas encore jusqu'à la entendu fin. la question de monsieur le ministre. Je n'ai pas encore entendu la question de monsieur le ministre. Vous avez une question? Non. Déjà ça. Mais, Vous mono... Mais pas forcément pour la poser. donc, merci d'être venus si nombreuses. Merci Fariba. C'est moi qui vous Comme remercie. toujours. Non, merci. Fantastique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si j'ai une question quand même. Ah voyez-vous. Est-elle prête à chanter? Non, non, non. Arrêtez. Non, non, vous plaisantez vraiment. Non, ça nous ramènerait. Non, vous Ça nous plaisantez. ramènerait dans le lieu et dans le temps que vous avez évoqué, si vous chantiez. Ah oui. Soyez prêts pour jouer. Il y a même des demandes, vous voyez. Mon public a déjà des préférences. Moi, j'avais envie de chanter en solidarité avec des Afghans qui souffrent beaucoup en Iran. Et comme je l'ai déjà chanté dans une autre émission, je crois que je vais écouter. Mais j'ai envie quand même rappeler quand même, il est injuste que des gens qui ont quitté leur pays depuis une soixantaine d'années, qui se sont installés en Iran, qui ont fait une vie, qui ont fait un lieu de commerce, qui se sont mariés, qui ont des enfants, qui n'ont jamais vu l'Afghanistan, on puisse leur faire mener une vie comme on leur fait mener aujourd'hui en Iran. Il n'y a pas seulement le monde politique qui est détestable en matière, mais le monde intellectuel, beaucoup. Récemment, dans une des rooms de Clubhouse, dans une des, oui, on dit room de Clubhouse, un grand docteur économiste disait au moins que l'Afghanistan, en ouvrant l'eau vers l'Iran, de Hirmand, en enlevant les barrages, puisse au moins nourrir ces Afghans, donner leur verre d'eau à ces Afghans. Quand on arrive à demander le verre d'eau de ces Afghans, de ces immigrés qui sont venus depuis une soixantaine d'années, ça, je trouve qu'on montre qu'on n'est quand même pas un peuple très grand. Merci beaucoup. Mais bon, je suis désolée un peu de cette situation. Alors, d'accord, comme c'est ma nouvelle vocation de chanter, شبی که آوای نی تو شنیدم. Je suis émue, vous voyez, ça s'entend. شبی که آوای نی تو شنیدم، چو آهوی تشنه پی تو دویدم. دوان دوان تا سر چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. Voilà. Yekami Khaled Bouda. C'est pour vous, je ferai tout. Mais bon, j'ai un peu... Non, non, ça suffit. Ça suffit. Merci beaucoup. Vraiment, merci.